Alors, moi déjà, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous êtes arrivé au final, soit au sein de votre association, soit pourquoi vous êtes impliqué, bon, avec des cas bien particuliers. Comment vous êtes arrivé sur ce chemin-là? Alors, je travaillais avant en ressources humaines dans un cabinet d'audit et de conseil. Et en parallèle, j'étais pas mal engagée dans des associations à titre bénévole qui accompagnaient des jeunes en situation de handicap. Et par ces différentes expériences, j'ai rencontré pas mal de personnes qui travaillaient dans différentes associations, et notamment la déléguée générale d'Arpège. Et donc c'est arrivé pile au bon moment parce que j'avais envie de donner plus de sens à mon travail. Et c'est comme ça, c'est grâce à cette rencontre que j'ai pu intégrer les équipes Arpège. Et comme chez Arpège, tout va très vite, j'ai changé de poste assez régulièrement en évoluant presque chaque année. Et me voilà sur ce poste pour développer le dispositif d'Arpège en Bretagne. Alors, pour ma part, c'est lors de ma première expérience professionnelle, j'ai eu l'opportunité donc de m'occuper de toute l'inclusion et la diversité sur un site de 2500 personnes. Donc voilà, je faisais en sorte que les personnes porteurs de handicap soient accompagnées au mieux. Et pour cela, on sensibilisait énormément les équipes autour, donc les managers et surtout les employés. Les autres employés, en fait, par exemple avec un salarié qui était sourd et muet, on a formé toute l'équipe au langage des signes. Donc voilà, ça c'est ma première expérience sur le sujet. Et par la suite, donc, quand j'ai rejoint le groupe Airbus, j'ai été responsable RH. Donc ma mission au quotidien, quel que soit le profil du salarié, de toute façon, c'est qu'ils se sentent bien et que ça fonctionne. Donc les profils atypiques qu'on a chez Airbus sont un vrai sujet, comme pour beaucoup d'entreprises, je pense. Voilà. Alors moi, en fait, je suis travailleur social et j'ai commencé à travailler avec des personnes porteuses de handicap. Et j'ai travaillé avec des personnes autistes. Et puis après, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai eu des enfants. Et la vie a fait que j'ai mis au monde 2 êtres extraordinaires, dans tous les sens du terme. Donc l'autisme est devenu, au-delà de mon travail, mon quotidien. Puis c'est devenu la principale cause de mon quotidien. En revanche, j'avais beaucoup d'engagement associatif et qui pour moi n'avait pas assez d'ampleur. Donc au moment de la crise sanitaire où moi je me retrouvais en fait dans une situation familiale où j'avais dû arrêter de travailler pour reprendre la scolarité de mes fils en charge, je me suis fait une promesse, c'est de mettre du sens professionnellement. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'IMTS et notamment Catherine qui m'a laissé en fait créer un poste pour l'adaptation de tous les stagiaires au profil atypique au sein de l'IMTS. Oh, bonjour, donc Stéphane. Moi, j'ai subi il y a quelques années en fait un PSE et du coup j'ai dû penser à une reconversion, plan de sauvegarde de l'emploi. Pardon, excusez-moi, plan de sauvegarde de l'emploi. Du coup j'ai dû repenser ma carrière. Et j'ai rencontré quelques associations en charge de la reconversion vers la cybersécurité. Donc j'ai repris des études l'année dernière, j'étais étudiant. Et au moment de choisir en fait mon futur emploi, j'avais le choix entre des emplois dans le privé ou en fait faire la continuation de ceux qui m'avaient accompagné et de projets, notamment dans l'insertion, la reconversion et les besoins de diversité au sein de la filière cybersécurité. Donc nos partenaires, enfin mes partenaires, ceux qui m'ont accompagné sont le PEC, WeCare, Rennes Métropole. Et aujourd'hui, on continue à mettre en place justement ce dialogue entre les différents acteurs pour essayer de s'accorder et de servir au mieux ou d'aider au mieux les personnes qui voudraient venir dans la cybersécurité. Quel que soit, je veux dire, on est dans la diversité, donc quelle que soit leur origine, leur sexe, s'ils sont ou non handicapés, seniors ou en reconversion. Tout à fait. Catherine ?
Alors moi, je vais faire court parce que sinon, je vais passer 1 heure. Alors, moi, voilà, accompagner ces profils. Je sais pas, je sais pas trop comment dire. Moi, l'école, elle a jamais voulu de moi. Donc, je me suis construite. Je suis une pure autodidacte et en fait, partout où je passais, c'est vrai que il y avait quelque chose qui se passait. Je peux même pas vous expliquer pourquoi. Et ça depuis tout le temps. Mais je savais que j'avais besoin d'emmener les gens avec moi. Mais les gens qui justement rendent, enfin, des gens qui n'ont pas forcément ces codes où faut se dire bien bonjour le matin, enfin voilà, avec tous les codes qui nous gonflent et qui servent à rien. Et voilà. Et le parcours, j'ai un parcours super très atypique. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de pouvoir mettre en place donc un centre de formation, enfin voilà, de créer une équipe formidable. Mais j'ai une équipe formidable, et donc on a créé ce centre de formation dans les métiers du numérique en priorité, mais pas que, et pouvoir accueillir des profils neurodivers. Et combien on s'éclate, et combien je remercie, je sais pas qui, mais voilà. D'accord. Oui, parce que bon, là, on est tous, en tant qu'industriels ou autres, on sait toute cette pénurie de talents. On a raté le coche il y a quelques années, donc maintenant il faut qu'on rattrape un certain nombre de choses. Et justement, il faut profiter, puisqu'il faut être aussi opportuniste dans la vie, profiter de cette pénurie pour justement ouvrir tout ce qui est recrutement de ces personnes différentes, en tout cas avec des profils différents, et que nos structures et nos RH, justement, donc c'est intéressant que quelqu'un des RH soit là, puisse ouvrir des recrutements différents et surtout adapter un certain nombre de choses au quotidien pour travailler et que ces personnes restent. Donc là, je pense que cette pénurie va nous ouvrir vraiment à des nouveaux profils auxquels on n'aurait pas pensé. Les écoles d'ingénieurs aussi, il y en a plein qui sont en école d'ingénieurs, mais il n'y a pas besoin que d'ingénieurs. Voilà, dans le domaine du numérique et de la cyber, on a besoin de différentes personnalités. Au-delà de ça, donc on a bien compris comment vous avez pu arriver dans ces associations et pourquoi, ou en tout cas ces structures. Aujourd'hui, concrètement, de quoi vous avez besoin, en fait? Quel est le manque aujourd'hui que vous notez? On connaît, en tout cas, on peut imaginer le parcours compliqué ou autre. De quoi vous avez besoin? De quel accompagnement? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer dans la manière de faire pour peut-être inverser une partie de la pression pour ouvrir justement les capacités de ces personnes-là, des personnes que vous accompagnez, comment on pourrait envisager l'intégration, l'inclusion ou autre, le recrutement, la visibilité, la formation, tous ces sujets-là. J'aimerais avoir votre avis, en fait. Vous avez vos micros. Alors oui, c'est un vaste sujet, et combien qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes, parce que j'ai l'impression que ça stagne depuis des années. Et en même temps, c'est des choses simples. En fait, c'est ça, c'est très paradoxal, en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans les médias, on en fait des films, comme je disais tout à l'heure, on parle voilà, de la neuroatypie, de l'autisme, et voilà. Et à côté de ça, donc on montre des images fortes. Et à côté de ça, en effet, il y a une peur des entreprises aussi, du coup, à recruter ces profils, parce que voilà, la peur de qu'est-ce que je vais en faire, etc. etc. Et pourtant, c'est des choses simples. Nous, au quotidien, on le voit, c'est l'écoute. Ça paraît simple ce que je vous dis, hein. Mais en même temps, l'écoute aujourd'hui, que tu sois neurodivers, enfin neuroatypique ou neurotypique, on ne sait plus s'écouter. On ne sait plus. C'est-à-dire qu'on est tellement centré sur soi-même que de toute manière, voilà, les autres, on ne fait plus attention. Et en fait, c'est ça. Et la base, elle est là. Enfin, c'est tout simple ce que je dis, hein. Et que ça soit le recruteur, l'entreprise, le salarié et la personne concernée, soyez à l'écoute des uns des autres.
Et vous verrez que les choses, enfin, ce qu'on peut mettre en place, en effet, pour faciliter l'intégration, parce que votre collaborateur salarié, il a une hypersensibilité, c'est des choses simples qui vont coûter très peu à l'entreprise. Donc, moi, j'ai envie de dire, Séverine, la première, vraiment, soyez à l'écoute. Voilà. Moi, je dirais que, en plus, en effet, de l'écoute, j'aurais tendance à... Enfin, moi, ce dont j'aurais besoin, c'est que vraiment les salariés en entreprise soient sensibilisés de plus en plus à l'accueil des profils atypiques et voilà, quelle que soit leur diversité. Et je pense que cette sensibilisation, elle passe avant tout par la rencontre, justement pour lever toutes les appréhensions qu'on pourrait avoir face à la différence. Et donc voilà, je pense vraiment que pour lever ces appréhensions, tous les stéréotypes qu'on peut avoir, le plus efficace, c'est de se rencontrer et de se rendre compte par soi-même en fait que il y a plein de freins, plein de peurs en fait, plein d'appréhensions qu'on se construit nous-mêmes et qui peuvent se déconstruire très rapidement si on ose aller voir l'autre. Sur tous les biais. Laureline, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement en tout cas, quelques exemples. Dans la continuité déjà, pour aider et faciliter la compréhension de l'autre, moi j'avais participé à un atelier qui était plus sur le handicap physique parce que c'était peut-être plus facile pour les salariés à les mettre en situation. En fait, c'est un cours de cuisine où chaque personne devait jouer quelqu'un d'autre avec un handicap, visible ou non visible. Hein. Ça pouvait être effectivement n'utiliser qu'un bras, ça pouvait être devoir s'absenter toutes les 10 minutes parce que problème au niveau du système digestif, ce genre de choses. Et voilà, c'était un atelier qui durait 1h30. On devait faire des jus de gingembre. Mais bon, un jus de gingembre à faire avec une seule main, c'est assez compliqué. Donc, il y avait la notion d'entraide, la notion de compréhension de l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Et je pense que ce genre d'atelier est très, très bénéfique en fait, pour une équipe qui doit accueillir un nouveau collègue qui aurait une spécificité quelconque. Ça permet vraiment, comme tu le disais, d'ouvrir l'esprit et d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, je pense que ces ateliers-là sont très positifs. Et après, au-delà de ça, donc chez Airbus, on a pris en compte, on va dire, la notion de neurodiversité. Autant l'inclusion et la diversité, c'est quelque chose c'est un sujet qui est traité depuis de nombreuses années. Autant la neurodiversité, c'est un concept peut-être un peu plus récent. Et la principale initiative aujourd'hui, en fait, c'est déjà que le groupe s'est mis en tête déjà d'identifier les personnes qui ont ces spécificités-là, donc pour mieux les accompagner, pour mieux accompagner leur carrière. Et en interne, on a des groupes qui sont initiés par les salariés eux-mêmes, en fait, soit des personnes qui ont une neurodiversité ou qui sont confrontées à cela de par un enfant, un parent, un conjoint. Et l'idée, c'est de se retrouver mensuellement pour échanger sur les problématiques, quel que soit son point de vue en fait, sur la neurodiversité, en étant concerné soi-même ou non. Et c'est très bénéfique parce que ce sont des réunions qui sont ouvertes à tous les pays, à tous les métiers. Donc ça aide beaucoup. Jeanne, étant confrontée... Alors concrètement, mais très concrètement, moi je fais des pancartes. Je fais des protocoles que je plastifie, que je colle partout pour expliquer comment fonctionne le self, comment fonctionnent les frigos, comment fonctionnent les toilettes. Je cours après mes collègues formateurs pour qu'il y ait de la planification, pour qu'il y ait des structurations, pour qu'il y ait des plannings fixes et clairs, qu'il y ait des supports écrits, que ces supports écrits soient écrits dans une écriture
inclusive, avec une police adaptée, d'une couleur qui n'est pas du noir sur du blanc. C'est d'inclure les particularités sensorielles dans la globalité. Je donne souvent l'exemple de l'arrêt de bus inclusif. En fait, un arrêt de bus inclusif où qui nous permet de rentrer dans le bus en fauteuil roulant. Il nous permet aussi de rentrer quand on a un chariot à roulettes plein et qu'on a fait le marché, qu'on est fatigué, quand on est un collégien et qu'on a un cartable qui pèse la moitié de son poids, quand on s'est fait mal aux genoux, quand il pleut des cordes, quand on n'a pas envie d'escalader une marche. Ça facilite le travail de tout le monde. On pense aux besoins de la personne qui a le plus besoin d'adaptation, et ces adaptations-là, par capillarité, vont servir à tout le monde. Oui, ce qu'on disait, plutôt que d'adapter, de faire rentrer une particularité dans un monde qui n'est pas forcément adapté, peut-être l'adapter dès le départ, qui rendra plus souple. Il y avait des sujets autour de la réduction de la fracture numérique il y a quelques années, mais c'est pareil. Voilà. Si c'est accessible pour tous et par tous, ce sera beaucoup plus simple que de faire le retravail. Stéphane ? Alors moi, je vais rejoindre ma voisine, qui est franchement Catherine, Catherine, sur l'écoute. En fait, je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, au sein de mon association, où voilà, on est sur une initiative. Alors pas encore un projet, on est plutôt sur une initiative puisqu'on est plutôt jeune. On a un milieu de la cybersécurité qui a souvent été fermé. Parce qu'un manque de pouvoir recruter commence à s'ouvrir sur tous les profils. Aujourd'hui, on est ouvert à tout. Mais voilà, on se structure, on communique, on se présente. Je fais beaucoup de réunions au sein d'autres associations sur quels sont les métiers de la cybersécurité. Qui peut prétendre à quoi, entre guillemets, est-ce qu'il y a besoin de formation, est-ce qu'il n'y a pas besoin de formation, comment on peut y arriver, est-ce que c'est de la sensibilisation, est-ce que c'est de l'adaptation, ou est-ce qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus lourd au niveau formation. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur l'initiative et la communication, l'écoute, comprendre en fait les besoins de l'autre pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, le monde de la cybersécurité, les entreprises qui sont dans ce milieu-là, sont ouvertes à tout, sont ouvertes à faire des compromis, sont ouvertes à beaucoup de choses pour pouvoir trouver des talents. Et du coup, pouvoir discuter avec des associations, discuter avec des partenaires de l'emploi, discuter avec des employeurs, nous permet de bien comprendre qui peut faire quoi. Et quand on a une personne qui a besoin de s'insérer, qui est en reconversion, se dire « Ah ben oui, tel profil, j'ai discuté avec telle association, j'ai discuté avec tel employeur, je pense que cette personne peut matcher ou peut suivre, accompagner, bien sûr, mais peut aller dans cette direction et sera accompagné aussi bien par l'employeur que par les formateurs, que par ceux qui s'occupent de l'insertion et accompagnés par les associations de soutien aux personnes handicapées. Voilà. On en est à ce niveau-là et je pense que ça bouge doucement, mais voilà. Pas assez vite pour Catherine. C'est pas assez vite, mais on bouge au moins. Concrètement, vous estimez avoir un support suffisamment important au-delà de l'effet d'annonce, justement, de la sphère politique, de la sphère régionale, de la sphère industrielle aussi. Au point de vue de la sphère politique, oui. Derrière, nous, localement, Rennes Métropole fait beaucoup de choses pour nous réunir, nous obliger à communiquer entre nous, à jouer carte sur table, à être transparent. Donc oui, les associations, le PEC, WeCare ou d'autres, nous oblige à communiquer et à discuter. Catherine ? Alors moi, je suis mitigée. Je suis mitigée parce que c'est vrai qu'on en a dans un pays où on a beaucoup d'associations, et heureusement qu'elles sont là, parce que sinon ça serait la cata. C'est quand même beaucoup les associations aujourd'hui qui font le boulot. Et il y a plein de petites associations qui font un boulot extraordinaire qu'on ne connaît pas suffisamment, et malheureusement c'est pas ces petites associations qui font remonter le besoin au niveau politique, et ça c'est juste énervant.
Voilà. Parce que, en effet, c'est souvent les grosses associations qui ont déjà, voilà, où il y a une entrée politique à l'intérieur et qui fait. Et souvent, les grosses associations, alors je ne vais pas citer de nom parce que je ne vais pas foutre le bazar, mais la difficulté, c'est que les grosses associations, ils sont dans quelque chose qui est très formaté, enfin voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui est très généraliste. Et si on reprend par rapport au sujet que nous on a au quotidien, sur les profils atypiques, avec donc les profils qui ont des troubles neurodéveloppementaux, et je les ai décrits tout à l'heure, vous pouvez avoir une centaine de jeunes, ils vont avoir une centaine voilà, de spécificités différentes. Donc on est très loin de l'accompagnement généraliste. Et du coup, ça demande des moyens. Et là encore, c'est pour ça que je suis mitigée. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on écoute trop les grosses structures et on oublie toutes les petites structures à côté. Combien qu'il y en a sur le territoire de la Bretagne et ailleurs qui font du super boulot pour accompagner ces profils atypiques. Pour autant, je vais faire quand même une parenthèse, et là, je vais les citer. C'est que moi, je me suis battue auprès de la région Bretagne et je les remercie parce que j'ai pas mal bourlingué avant. Et c'est aujourd'hui la seule région qui a compris et qui, en effet, j'ai envie de dire, a accepté qu'on propose un cursus de formation dans les métiers du numérique adapté au profil atypique. Et je la remercie, la région Bretagne, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Donc oui, ça bouge malgré tout, mais voilà, il y a vraiment encore un gros effort à faire au niveau de nos politiques, et puis au niveau des entreprises, encore une fois, hein, parce que voilà, après ça fait boule de neige, quoi. Oui, puis vous avez besoin de financement, quoi qu'il arrive. Et puis ouais, il faut des moyens. Il faut se dire les choses. Donc les moyens, il n'y a pas beaucoup. Moi, je ne suis pas mitigée, je suis révoltée. Parce que c'est bien. Là, en tant que professionnel, oui, ça avance, on fait plein de choses. Moi, en tant que parent, je vais vous parler de la vitesse institutionnelle. Alors, c'est bien, c'est intéressant, mais moi, mes fils, personnellement, ils ont 13 et 15 ans. S'il n'y a pas quelque chose qui bouge là, dans les 2 années à venir, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce qu'on fait sur ceux qui ont participé à la table ronde d'avant, il y a une urgence. Mathis, il a 16 ans, il y a une urgence, il faut un poste à sa mesure, là, maintenant, tout de suite. Amy, elle a trouvé sa voie. On ne peut pas lui permettre de repartir sur autre chose. Il y a une urgence, il faut qu'elle soit prise en charge tout de suite. Antoine, il a 35 ans, ça suffit maintenant. Arrêtons de passer à côté d'Antoine. 23 ans, si tu veux. On a quelques idées. Mais il faut absolument que les institutions se rendent compte que l'effort institutionnel qu'ils font, il est notable, il est politiquement correct, il est valorisable. À l'échelle des familles, c'est trop lent. Ce n'est pas possible. On est encore à 90% d'autistes non salariés, non en emploi. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que, en effet, des initiatives locales qui fonctionnent puissent être généralisées, que l'information circule, que ce soit de l'open source. C'est indispensable. Alors, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'au niveau des familles, c'est plutôt catastrophique. Et de manière générale, tant que le handicap sera un sujet, on ne sera pas arrivé au bout des choses. C'est comme tous les sujets de la diversité et de l'inclusion. Tant qu'on en parle et qu'on est obligé d'en parler pour qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on est très loin du résultat final. Après, je pense effectivement que les associations sont vraiment des acteurs majeurs, peut-être à ce stade plus que l'État dans tout ce qui est fait en fait sur ces sujets-là. Voilà. Après, dans les actions concrètes, nous, ça fait 1 an au niveau du groupe qu'on a des cabinets de chasse de tête spécialisés sur les profils autistiques. Et en fait, on a un travail qui est d'abord interne de recherche des postes qu'on a chez nous qui peuvent être adaptés à certains profils autistiques. Et après, on se met en lien avec ce cabinet-là pour dire, trouvez-nous des personnes compétentes avec un profil autistique. Et ça marche plutôt bien en informatique, pour le coup. Et je pense que c'est toutes ces petites initiatives-là qu'il faudrait aussi que les industriels poursuivent et fassent avancer. Voilà. Alors, Arpège, à sa petite échelle, essaye aussi de s'investir pour faire bouger les lignes, notamment en s'investissant et en créant des partenariats avec d'autres associations
ou en rejoignant des groupements d'associations pour avoir du poids au niveau politique et faire remonter les besoins du terrain. Et on s'inscrit aussi dans plusieurs initiatives portées par le gouvernement. Alors je pense notamment au Duo Day qui a lieu cette semaine, qui permet à des personnes en situation de handicap de vivre une journée en binôme avec un collaborateur en entreprise. Voilà, je pense aussi au mentorat avec le dispositif Un jeune, une solution, voilà, qui permet aussi de trouver des mentors et des jeunes et de faire des binômes. Voilà, après, bon, on est une petite association et on essaye aussi de faire ce qu'on peut pour faire remonter les besoins. Avant les questions peut-être dans la salle, moi ce que j'aimerais connaître, c'est si vous aviez une anecdote, en tout cas votre plus belle réussite qui vous vient à l'esprit, quelle serait-elle en fait? Une question piège. Hein. Je pense à pas mal de belles histoires qu'on a pu vivre avec des jeunes. Je vous raconte celle d'un jeune, je me permets de vous la raconter parce qu'il a témoigné récemment justement lors d'un événement qu'on a organisé avec Arpège. C'est un jeune qui a contacté Arpège au moment où il était presque en décrochage, voilà, parce que découragé, il avait l'impression de ne pas y arriver. Et donc en contactant Arpège, il n'est pas en Bretagne, du coup il a été en contact avec mes collègues et il a participé à pas mal de coaching pro. Donc ce sont des moments où on permet à des jeunes de rencontrer des professionnels et ils passent souvent des simulations d'entretien individuel au cours desquels le collaborateur va donner des conseils sur le CV et puis sur la manière de préparer un entretien. Et là, c'est allé un peu plus loin parce que le jeune a été particulièrement touché par l'accueil que lui a réservé le collaborateur. Et le collaborateur lui a fait prendre conscience déjà de la beauté de son parcours, de la force qu'il avait et de ses compétences, parce qu'il était en Master 1 et donc il avait quand même réussi à arriver jusqu'au Master 1. Et donc il lui a dit des choses toutes simples, mais il lui a dit « serre-moi la main » et il lui serrait la main un peu de manière toute molle. Du coup, il lui a dit « non, serre-moi la main, ouvre tes épaules, sois fier de qui tu es et voilà, sois fier de ton parcours ». Et aujourd'hui, ce jeune, il témoigne en disant que ça lui a fait un vrai déclic et que ça lui a vraiment permis de gagner confiance en lui. Et aujourd'hui, il a été recruté en alternance dans une entreprise voilà, partenaire d'Arpège également. Et c'est toutes ces petites rencontres qui l'ont aidé à réaliser qui il était finalement et à réaliser qu'il avait un beau parcours et qu'il était capable d'y arriver. Alors moi, l'anecdote que je vous partagerai, c'est en lien avec donc, la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui est sourd et muet et qui était intégrée au sein d'une équipe de maintenance de produits électroniques, dans une équipe de techniciens. Et quand il est arrivé en fait dans son équipe, rien n'était adapté finalement à sa situation. Et en l'espace d'assez peu de temps, on a réussi à adapter tout son environnement proche, que ce soit humain ou matériel. On a réussi à trouver des solutions techniques avec bien sûr l'aide de la mission handicap. Et d'un point de vue humain, dans une équipe d'à peu près 10-15 personnes, en assez peu de temps, on a réussi à former ses collaborateurs proches au langage des signes et avoir en fait une équipe, une vraie équipe au sens premier du terme, c'est-à-dire qui était finalement un peu protectrice vis-à-vis de lui, qui était toujours là pour faciliter les choses, etc. Voilà, à la base, c'était pas si évident que ça dans cet environnement-là, avec tous les éléments techniques qu'ils avaient à traiter. C'est pas forcément évident qu'ils prennent le temps, on va dire, de faire les choses pour leurs collaborateurs. Et au final, c'était une pleine réussite. Alors moi, j'ai 2 fils, dont j'ai 2 anecdotes. Max a été diagnostiqué, il avait 4 ans. Et on m'avait dit qu'il fallait en effet que je fasse le deuil, qu'il apprendrait jamais à lire, à écrire, qu'il était très sympa, mais que il fallait que j'inscrive en IME. Et comme il est en 3e, parce que j'ai dit non, et que je lui ai appris à lire, il a des entraînements pour le diplôme national du brevet.
Et il a passé, il y a 15 jours, son oral de maths, puisque se sont dit, on va utiliser les maths pour pouvoir faire... Il a eu 17, ce qui est la meilleure note de sa classe, parce que Pythagore est un mec super sympa, qu'il aime beaucoup, et parce qu'il a été capable d'aller expliquer ce qu'il faisait comme exercice de maths, et que comme le sujet était quelque chose qui l'intéressait, il a réussi à briller, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur cet oral de maths, devant 2 professeurs qu'il n'avait jamais rencontrés. Donc c'est énorme, et je trouve que c'est important. Et Joseph, lui, qui a été diagnostiqué à 10 ans, parce qu'on disait surtout qu'il était mal élevé et ingérable, et est identifié à chaque conseil de classe. Il est en 4e aujourd'hui. Donc les conseils de classe, les 3 de 6e, les 3 de 5e, celui de 4e qui arrive la semaine prochaine, comme l'élève le plus calme, le plus apaisé et le plus reposant pour la totalité de ses professeurs. Donc je suis très très fier d'eux. Très bien. Alors moi je vais avoir 2 petites anecdotes, mais alors rapides. La première, c'est il y a quelques années, j'étais manager dans une entreprise privée et un collaborateur m'annonce qu'il est en train de déposer un dossier RQTH. Je comprends pas. RQTH, non, je voyais pas ce que c'était. Et on a discuté. Alors il avait un handicap physique. Sa colonne vertébrale, au point de vue névralgique, venait de lâcher. Donc, impossible de rester 15 minutes en place. Donc, toutes les 15 minutes, changement de position et autres. Et j'ai pris conscience de ce qu'était le handicap. Alors, il y avait des travailleurs, on va dire, handicapés au sein de l'entreprise, mais j'en avais jamais eu à gérer. Et là, je remercie en fait les RH et l'association de l'époque qui m'a accompagné pour comprendre et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour l'aider. Et on lui a aménagé son espace de travail en entreprise, mais on était plus loin. On lui a aménagé aussi son espace de travail chez lui, puisque le télétravail étant devenu à la mode aussi, il était à la charge de l'employeur de mettre en place aussi ça. Et donc, en fait, on a découvert et on a mis en place toutes ces structures pour l'aider à continuer à travailler pleinement pour l'entreprise avec toutes les conditions que l'on pouvait. La deuxième anecdote est plus récente, c'est justement dans le cadre de l'initiative en cybersécurité. C'est une première intégration d'une personne en situation de handicap, alors discret, c'est comme ça qu'elle se présente, qui vient de rejoindre une société locale en cybersécurité et qui est accompagnée, mais qui tient à ce que en fait, son entourage ne le sache pas. Donc il y a un coaching qui est fait au niveau des dirigeants de l'entreprise pour qu'eux-mêmes soient médiateurs de temps en temps de situations qui pourraient... voilà. Donc c'est les premières insertions, la première insertion aujourd'hui de notre jeune parcours. Mais on espère qu'on pourra renouveler ça assez rapidement en justement discutant et pouvant identifier des profils qui seraient intéressés à venir dans notre domaine et que l'on pourrait accompagner. Catherine ? Alors, anecdote, oui, alors pour moi, c'est pas une anecdote, c'est... il y a plusieurs choses. Alors, j'ai envie de dire, nous, à l'IMTS, à l'Institut Solacroupe, oui, c'est vrai que j'ai envie de dire les belles réussites, je vais plutôt dire belles réussites, c'est qu'aujourd'hui, on accueille, on qualifie des jeunes, en effet, pour 70% de nos jeunes qu'on en accueille, ont un profil atypique. Et dans ces profils atypiques, il y en a qui ont décroché depuis très longtemps, même s'ils n'ont que 16 ans, quand ils ont 18 ans, quand ils ont 19 ans. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont dans leur chambre, ça fait 2-3 ans que des parents ils sont complètement paumés, mais tout le monde s'en fout. Voilà, ils ont beau taper partout, mais tout le monde s'en fout. Et vous avez dans ces jeunes des jeunes qui sont diplômés, et puis vous avez des jeunes qui ont aucun diplôme. Et la réussite, j'ai envie de dire, et moi ça me fait à chaque fois des frissons, excusez-moi, on est capable de les amener à un bac+3, et ils n'ont même pas le brevet. Parce qu'on a tout compris, excusez-moi, je suis très modeste.
On a tout compris. On a compris que voilà, ça passait par l'écoute et qu'on ne leur collait pas une étiquette d'autiste ou de débile. Hein, excusez-moi, moi je dis les termes parce que c'est ce que j'entends hein, dans la population. Mais voilà, ce sont des jeunes. Voilà, tout simplement. Vous êtes un homme, moi je suis une femme, voilà, des jeunes. Et puis ils sont motivés, ils ont la niaque, voilà, ils ont des spécificités, mais c'est pas pire que, j'ai envie de dire, les normaux. Hein. Les normaux aussi, ils ont des spécificités un peu trop normales, je sais pas si on dit ça. Donc oui, ça c'est une belle réussite, et on a une vraie reconnaissance. Alors, il y a une maman qui est là, et merci, parce que ça c'est une reconnaissance que vous avez les parents qui sont là. Et puis l'autre anecdote, alors c'est sur une autre, j'ai 2 minutes, c'était sur un autre job avant de venir là, où toujours avec des profils atypiques en 4e, 3e, parce que je faisais fonction de chef d'établissement et j'avais aussi un lycée. Et en fait, toujours dans le mode projet, en fait, on avait créé un projet digital pour faire de l'intergénérationnel. Et en fait, durant 3 ans, on a en fait les jeunes au profil atypique, donc ça allait de 13 ans à 15 ans, à 16 ans. Donc j'en prenais 2-3 en 4e, 2-3 en 3e, j'en prenais 2-3 en seconde. Et en fait, ces jeunes-là, ils ont pendant 3 ans, on a tourné avec un bus qu'on avait maquillé. Donc on avait levé des fonds et c'est eux qui avaient levé des fonds. Et pendant 3 ans, on a formé au digital dans une bonne zone rurale dans le Perche. On a formé 1000 seniors fumés. On a formé 1000 seniors, donc vraiment à l'acculturation du digital. Et ça aussi, c'était un beau projet parce que c'était un projet qui a été porté par les jeunes. Et avec toutes voilà, les spécificités que l'on connaît de ces jeunes, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'approcher de quelqu'un. Donc là, il y a eu tout un travail, mais en fait, ils s'en sont même pas aperçus. Et il y avait une telle écoute et on les valorisait tellement, en fait, que arrêtez de rire, vous, parce que je vous entends. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est... C'est vrai que voir leur réussite et Jeanne, je pense que tu as les tripes comme moi. Enfin, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une continuité derrière. Et c'est pour ça que nous on bosse auprès des entreprises aussi pour les faire bouger et qu'ils aient plus peur d'embaucher ces profils parce que il n'y a pas besoin d'avoir peur, quoi. Ça tombe très bien parce qu'il y a un certain nombre de viviers de partenaires là qui recrutent, qui cherchent à tout prix. Donc il faut vraiment aller faire le tour dès que vous avez la possibilité. J'ai encore plusieurs entités là, étatiques qui m'ont dit qu'ils souhaitaient vraiment recruter. Justement, alors vous savez, ça marche par catégorie, hein, plutôt catégorie B. Donc voilà, il y a des vraies ouvertures et ils n'étaient pas aussi allés voir justement les entreprises. Elles sont là, donc pour qu'elles adhèrent, pour qu'elles vous aident et qu'elles vous accompagnent au niveau national.